Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo de cours de physiologie animale. Le premier chapitre de ces enseignements compare point par point les deux grands systèmes de communication que sont le système nerveux et le système endocrinien. Dans la première partie de ce chapitre, je vous ai présenté l'organisation structurale et fonctionnelle du neurone et celle de la cellule endocrine productrice d'hormones. Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons comparé la genèse du message nerveux et celle du message hormonal. Dans la troisième partie de ce chapitre, ont été abordés la nature et le transport du message nerveux et du message hormonal. Cette vidéo, qui constitue la quatrième partie du premier chapitre, présente la réception du message chimique par les cellules cibles. Dans le système nerveux, le message chimique est constitué par les neurotransmetteurs, qui sont représentés ici par ces triangles rouges, neurotransmetteurs qui sont libérés par les neurones au niveau de zones qu'on appelle les synapses chimiques dont nous étudierons le fonctionnement. Une synapse entre deux neurones est représentée ici à gauche et vous avez dans la partie droite l'observation en microscopie optique d'une autre synapse qui est une synapse entre un motoneurone ici et une fibre musculaire striée squelettique. Cette synapse est appelée la plaque motrice. Le neurotransmetteur qui est libéré par le motoneurone au niveau de la plaque motrice est l'acétylcholine. Dans le système endocrinien, le message chimique est constitué par les hormones, telles que l'adrénaline libérée par les glandes médullosurrénales. Les hormones sont libérées par des cellules endocrines et je vous ai décrit dans la précédente vidéo la diversité chimique des hormones. Dans cette vidéo seront abordés les différents modes d'action des neurotransmetteurs et des hormones. Nous commencerons par parler du système nerveux et notamment du fonctionnement des synapses chimiques dans le système nerveux. Et je vous montrerai qu'il existe des mécanismes d'action propres aux neurotransmetteurs en abordant les récepteurs ionotropes qui sont des récepteurs canaux tels que par exemple le récepteur nicotinique de l'acétylcholine qui est présenté ici et qui est un récepteur en fait présent sur la membrane de la fibre musculaire striée squelettique. Nous verrons ensuite que certains de ces modes d'action des neurotransmetteurs et des hormones sont en fait communs à ces deux types de messagers, mettant en jeu des récepteurs membranaires métabotropes, qui sont présentés ici, tels que le récepteur bêta-adrénergique, qui est le récepteur de l'adrénaline, qui est donc une hormone, et qui est aussi le récepteur de la noradrénaline étant le neurotransmetteur postganglionnaire du système nerveux végétatif sympathique. Ces récepteurs sont couplés à des protéines G, nous verrons, et par exemple ici le récepteur bêta-adrénergique va par une protéine G activer une enzyme qui est une adénylate cyclase et qui permettra la production d'un second messager. Je vous décrirai enfin des mécanismes d'action qui sont propres à certaines hormones, tels que par exemple le mécanisme d'action de l'insuline qui met en jeu un récepteur membranaire à activité enzymatique ou le mode d'action des hormones stéroïdes tels que le cortisol, mode d'action qui met en jeu des récepteurs intracellulaires. Quelques mots introductifs dans cette vidéo. Les messagers chimiques, donc hormones et neurotransmetteurs, vont agir sur des cellules cibles qui sont pourvues de récepteurs spécifiques à ces messagers chimiques. En effet, les cellules cibles qui sont représentées ici en jaune vont recevoir l'information par l'intermédiaire de messagers chimiques que sont soit les neurotransmetteurs dans le système nerveux, soit les hormones dans le système endocrinien. Ces molécules de messagers chimiques sont qualifiées de ligands, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont être reconnues spécifiquement par un récepteur qui est appelé R ici, et elles vont donc se fixer sur un récepteur. Et ces récepteurs présentent deux propriétés importantes. Tout d'abord, une grande spécificité. Tel récepteur va pouvoir fixer sélectivement tel messager. Et ces récepteurs vont présenter aussi une affinité très élevée
Pour le ligand, notons d'ailleurs que les récepteurs des hormones ont une affinité beaucoup plus élevée que les récepteurs des neurotransmetteurs, ce qui permet aux hormones d'agir à des concentrations plus faibles que les neurotransmetteurs. Le complexe ligand-récepteur va activer un système de transduction qui assure le couplage entre le messager de départ et les effets physiologiques. C'est-à-dire que le système de transduction permet un couplage entre le ligand de départ et ensuite la réponse de la cellule cible à ce messager. Et ce sont ces systèmes de transduction que nous allons évoquer dans cette vidéo. Du fait du câblage préexistant, mettant en jeu axones, synapses et cellules cibles, la neurotransmission se fait à un endroit précis, c'est-à-dire au niveau d'une synapse entre la terminaison axonale, ce qu'on appelle l'élément présynaptique, et la cellule cible, qu'on appellera l'élément postsynaptique. La synapse est la jonction fonctionnelle qui permet finalement la transmission du message nerveux d'un neurone, qui est l'élément présynaptique, à d'autres cellules, nous verrons, qui sont les éléments postsynaptiques. Par contre, dans la communication hormonale, les hormones sont libérées dans la circulation générale et elles pourront finalement atteindre la quasi-totalité de l'organisme. Je vais vous présenter les deux types de synapses qui existent dans le système nerveux. On va parler tout d'abord des synapses électriques et ensuite des synapses chimiques. Il existe en effet dans le système nerveux deux types de synapses et les synapses électriques sont des synapses tout à fait particulières dont nous allons parler dans ce paragraphe. Les synapses électriques, on les appelle aussi les jonctions communicantes ou jonctions lacunaires ou jonctions gap, le terme anglais les gap junctions. Les synapses électriques sont en fait les synapses les moins abondantes dans le système nerveux et elles se caractérisent par un rapprochement important des membranes pré- et post-synaptiques. On a finalement un espace d'environ 4 nanomètres seulement entre ces deux membranes. Les jonctions communicantes sont constituées en fait d'ensembles protéiques transmembranaires. Ces protéines transmembranaires sont des protéines qu'on appelle les connexines. Connexines dont l'assemblage par 6 forme des connexons. Et les connexons des deux membranes plasmiques adjacentes sont appariés et forment des canaux intracellulaires qui vont permettre le passage de petites molécules d'une cellule à l'autre. La dépolarisation de la membrane présynaptique par le potentiel d'action peut alors créer des courants locaux suffisants qui, en se bouclant avec la membrane postsynaptique, vont dépolariser cette membrane postsynaptique au-dessus du seuil de déclenchement d'un potentiel d'action. Et donc on va avoir une propagation du potentiel d'action qui va se faire directement de l'élément présynaptique à l'élément postsynaptique. Du coup, le délai synaptique, c'est-à-dire le temps nécessaire au fonctionnement de la synapse, est extrêmement court, 0,2 millième de seconde. La conduction des signaux d'une cellule à l'autre va donc se faire de façon très rapide. Selon la nature des synapses électriques, la propagation peut être unie, mais parfois aussi bidirectionnelle, donc dans les deux sens. Les synapses électriques sont nombreuses dans le tissu nerveux embryonnaire, où, au cours des premiers stades du développement neuronal, ces synapses permettent l'échange de signaux grâce auxquels les neurones se relieront de façon adéquate. Puis la plupart des synapses électriques sont remplacées ensuite par des synapses chimiques au cours du développement du système nerveux. Et je vous présenterai dans un instant les synapses chimiques. Notons cependant que les synapses électriques existent aussi dans certains tissus non nerveux, comme le muscle cardiaque, dont je vous parlerai tout à l'heure, ou le muscle lisse, par exemple le myomètre, qui est le muscle de l'utérus, où ces synapses électriques permettent un véritable couplage cellulaire. Notons que chez l'adulte, on trouve des synapses électriques encore dans certaines zones, et on en trouve notamment dans l'hippocampe,
qui est une région du cerveau impliquée dans la mémoire et les émotions. Nous avons terminé la présentation des synapses électriques et nous allons passer un peu plus de temps sur la description des synapses chimiques et des neurotransmetteurs qu'elles mettent en œuvre. Quelques mots sur les caractéristiques des synapses chimiques. 4 caractéristiques sont présentées par ces synapses chimiques. Première caractéristique, la discontinuité. En effet, il existe un espace d'environ 30 à 50 nanomètres qu'on appelle la fente synaptique ou l'espace synaptique qui sépare les éléments pré- et post-synaptiques, ce qui, contrairement aux synapses électriques, ne permet pas au potentiel d'action d'être transmis directement de l'élément présynaptique à l'élément post-synaptique. La deuxième caractéristique des synapses chimiques est la nécessité d'un messager chimique, d'où le nom donné à ces synapses. Le bouton synaptique, qui est la zone élargie de la terminaison de l'arborisation axonale, renferme des vésicules synaptiques qui contiennent un neurotransmetteur, on dit aussi un neuromédiateur, qui est représenté ici par cette petite bille rouge. Le neuromédiateur étant le messager chimique ici. Troisième caractéristique, c'est le délai de fonctionnement des synapses chimiques. En effet, il existe un certain nombre d'étapes nécessaires que nous allons voir dans un instant pour que la synapse chimique puisse fonctionner. Et ce délai est d'environ 0,5 à 1 milliseconde. Ce délai va ralentir la circulation du message nerveux et plus il y aura de synapses chimiques dans un circuit neuronal, plus le temps sera long pour propager l'information d'un neurone finalement dans l'ensemble du circuit. La quatrième caractéristique est l'unidirectionnalité. En effet, contrairement aux synapses électriques, la communication va se faire en fait toujours de l'élément présynaptique qui libère le neurotransmetteur vers l'élément postsynaptique qui présente des récepteurs à ce neurotransmetteur. Nous allons voir la diversité des cellules postsynaptiques. En effet, si dans les synapses du système nerveux, l'élément présynaptique est un neurone, l'élément postsynaptique peut être de trois natures. Premièrement, la cellule postsynaptique peut être un autre neurone. On parlera à ce moment-là de synapse neuroneuronale ou interneuronale. Vous voyez que par exemple, ce neurone représenté en orange va établir des contacts synaptiques avec d'autres neurones, ici neurones bleus et verts, et on a donc ici des synapses qui se font entre deux cellules de même nature, entre deux neurones. Ces synapses sont les plus abondantes. On profite ici de cette illustration pour rappeler que les prolongements courts des neurones sont les dendrites et que les prolongements longs, en général prolongement unique, est l'axone. Et vous avez ici le bouton synaptique, donc l'élargissement de l'arborisation terminale avec les neurotransmetteurs qui seront libérés et qui pourront agir au niveau des autres neurones. Deuxième type de cellule postsynaptique, la cellule postsynaptique peut être une fibre musculaire. Et la synapse, ici, neuromusculaire, est une synapse entre un neurone qu'on appelle un motoneurone et ici une fibre musculaire striée, squelettique. Une telle synapse, qu'on étudiera tout à l'heure de façon plus précise, est appelée une plaque motrice. Vous avez ici la terminaison du motoneurone, donc le bouton synaptique du motoneurone avec des vésicules qui sont des vésicules d'acétylcholine. Et là, vous avez la structure de la fibre musculaire striée, qui est donc la structure postsynaptique ici. Une troisième cellule postsynaptique possible est une cellule endocrine. On parlera de synapse neuroglandulaire. Et par exemple, les fibres nerveuses du nerf splanchnique, qui sont en fait l'équivalent des fibres sympathiques préganglionnaires, qui sont des fibres à acétylcholine, ces fibres vont venir activer la libération d'adrénaline par des cellules qu'on appelle les cellules chromaffines, qui sont des cellules de la médullo-surrénale, qu'on appelle chromaffines parce qu'elles sont colorées par les sels de chrome. Et donc vous avez ici une synapse entre finalement un élément neuronal et une cellule endocrine.
d'où notion de synapse neuroglandulaire. Les différents types de synapses neuroneuronales, avec leurs différentes dénominations, vont être présentés dans ce paragraphe. L'élément présynaptique est une terminaison d'axones ramifiés formant à l'extrémité un bouton synaptique. Ce bouton synaptique peut entrer en contact synaptique avec une dendrite d'un autre neurone. Et donc, on a ici une synapse neuroneuronale où l'axone vient au contact d'une dendrite. On dira que la synapse est axodendritique. Et il existe de très nombreuses synapses axodendritiques. Ce sont des synapses essentielles dans le système nerveux. Le deuxième type principal de synapse neuroneuronale est la synapse entre toujours un axone qui se termine par un bouton synaptique et le corps cellulaire d'un autre neurone. On dira ici que la synapse est une synapse axosomatique entre un axone et le corps cellulaire. Les synapses axosomatiques et synapses axodendritiques constituent les deux principaux types de synapses neuronales, mais il peut exister aussi dans le système nerveux d'autres types de synapses. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Par exemple, on peut avoir, celle qui est représentée ici, des synapses axonales où l'axone vient établir contact synaptique directement avec l'axone, ici par exemple au niveau du segment initial. Comme nous l'avions présenté dans la précédente vidéo avec la diversité chimique des hormones, je vais vous parler de la diversité chimique des neurotransmetteurs qui sont libérés par les synapses chimiques. Alors exactement comme pour les hormones, les neurotransmetteurs présentent une grande diversité et on va évoquer 5 grands groupes de neurotransmetteurs. Certains neurotransmetteurs sont des monoamines. C'est le cas de la noradrénaline et de la dopamine qui font partie du groupe des catécholamines et qui sont formés à partir d'un même acide aminé précurseur qui est la tyrosine. Une autre monoamine est la sérotonine qui, elle, non pas dérivée de la tyrosine, mais qui est synthétisée à partir d'un autre acide aminé précurseur qui est le tryptophane. Deuxième groupe de neurotransmetteurs. Certains neurotransmetteurs sont des acides aminés tels que le glutamate et l'aspartate qui sont des neurotransmetteurs excitateurs par leurs récepteurs canaux. La glycine qui est un neurotransmetteur inhibiteur et le GABA qui est un sigle qui signifie acide gamma-aminobutyrique est aussi un neurotransmetteur inhibiteur, nous verrons, par son récepteur canal. Ce GABA est en fait synthétisé à partir du glutamate. Troisième groupe de neurotransmetteurs, certains neurotransmetteurs sont des peptides, on parle de neuropeptides, impliqués dans la neuromodulation. Par exemple, la substance P et les peptides opioïdes tels que les endorphines et les encéphalines sont des neuropeptides sur lesquels je reviendrai dans la prochaine vidéo. Quatrième type de neurotransmetteur d'un point de vue chimique, c'est l'acétylcholine. On l'a vu, neurotransmetteur important qui est notamment le neurotransmetteur des plaques motrices, celui qui est libéré par le motoneurone. L'acétylcholine est formée par deux zones qui sont d'une part un groupement acétyl et d'autre part un groupement choline. La choline, c'est un alcool aminé et les deux groupement acétyl et groupement choline, sont associés ici par une liaison ester. Je vous parlerai tout à l'heure de l'enzyme qui permet l'établissement de cette liaison ester. L'acétylcholine n'est pas uniquement le neurotransmetteur libéré par les motoneurones, il est aussi libéré par de nombreux neurones du système nerveux central et également par les neurones du système nerveux végétatif. L'acétylcholine est en effet le neurotransmetteur
préganglionnaire du système nerveux végétatif. C'est lui notamment qui est impliqué dans la synapse neuroglandulaire que nous avons vue tout à l'heure, celle qui active la libération d'adrénaline. Et puis l'acétylcholine, on y reviendra, est le neurotransmetteur postganglionnaire du système nerveux végétatif parasympathique. Alors certains neuromédiateurs sont qualifiés d'atypiques et je les ai regroupés ici dans une cinquième classe. Ces neuromédiateurs sont par exemple l'ATP. Donc l'ATP est connu comme étant la molécule énergétique produite par les mitochondries. Je vous ai évoqué précédemment son rôle de contrôle de canaux potassium dans les cellules bêta du pancréas endocrine. L'ATP est aussi un neurotransmetteur excitateur dans le système nerveux périphérique, dans la moelle épinière et aussi dans certains neurones de l'hippocampe. Et puis enfin le monoxyde d'azote, alors qui est un neurotransmetteur tout à fait particulier, c'est en fait un gaz. Il n'a pas de récepteur, mais il va activer, en rentrant dans les cellules, une enzyme cytoplasmique. Nous reparlerons d'ailleurs du monoxyde d'azote dans le chapitre 4, quand nous évoquerons le mécanisme d'érection chez l'homme. Et ce monoxyde d'azote est notamment impliqué dans ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, où le monoxyde d'azote est en fait libéré par le neurone postsynaptique et il va rétroagir pour augmenter à long terme la synthèse et la libération de neurotransmetteurs par le neurone présynaptique, et ce mécanisme de potentialisation à long terme serait impliqué dans les processus d'apprentissage et de mémorisation. Nous allons maintenant aborder le fonctionnement d'une synapse chimique neuroneuronale et nous allons voir que cette synapse chimique met en jeu une succession de 5 étapes qui sont ici mentionnées par les 5 chiffres entourés de vert. Première étape, le potentiel d'action qui est, on l'a dit, le message circulant sur les neurones. Ce potentiel d'action généré au niveau du segment initial, c'est-à-dire au niveau du démarrage de l'axone, s'est propagé tout le long de l'axone par un processus que nous avons vu dans la précédente vidéo, et il va parvenir sur la membrane de la terminaison axonale. Donc ça c'est la première étape, potentiel d'action qui parvient au niveau du bouton synaptique. Deuxième étape, ce potentiel d'action qui, vous vous souvenez, met en œuvre l'ouverture de canaux sodium et potassium voltage dépendant, va maintenant provoquer, ici donc dans l'étape 2, l'ouverture d'autres canaux qui sont des canaux calcium voltage dépendant présents sur la membrane de la terminaison axonale. Et comme le calcium est surtout concentré à l'extérieur, ici des axones, eh bien l'ouverture de ces canaux calcium voltage dépendant va permettre au calcium, qui était concentré à l'extérieur, d'entrer par diffusion à travers ces canaux dans le bouton synaptique. Et il s'ensuit donc une augmentation brutale de la teneur en calcium dans la terminaison axonale. Cette augmentation de calcium va provoquer la fusion des vésicules synaptiques contenant le neurotransmetteur avec la membrane axonale. Cette fixation de la vésicule de neurotransmetteur à la membrane présynaptique met en jeu 3 protéines qui sont des protéines de la famille des protéines SNAR. Vous avez ici la signification de cette abréviation. Ce sont des protéines qui sont capables de se fixer à des récepteurs d'un certain facteur. Ces protéines SNAR sont de 3 types. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle la SNAR-V, c'est-à-dire une protéine SNAR vésiculaire. Cette protéine, on l'appelle aussi la synaptobrévine, elle est mentionnée ici en rouge. C'est une protéine membranaire qui est présente sur la membrane vésiculaire, la membrane qui contient le neurotransmetteur. La deuxième protéine SNAR, c'est une protéine SNAR-T, T pour le terme anglais target qui veut dire cible. Cette SNAR-T, elle est aussi appelée ici une syntaxine. Elle est ici présentée en bleu, et vous voyez qu'il y a un système de reconnaissance entre ces deux protéines SNAR.
Et puis vous avez une troisième protéine SNAR, qui est la protéine SNAP25, qui est comme la protéine comme la protéine syntaxine, est une protéine qui fait partie de la membrane neuronale présynaptique. Vous avez la signification du terme SNAP mentionné ici en bas de la figure. Et donc par le biais d'une reconnaissance entre la synaptobrévine de la membrane vésiculaire, la syntaxine de la membrane neuronale présynaptique et la protéine SNAP25 qui est aussi associée à la membrane neuronale présynaptique, vous allez avoir finalement un mécanisme de fusion des vésicules avec la membrane neuronale présynaptique. Il s'ensuit la troisième étape ici dans ce schéma qui est l'exocytose du neurotransmetteur contenu dans les vésicules. Et donc on insiste sur l'importance du calcium dans le déclenchement de l'exocytose du neurotransmetteur. Nous avions vu d'ailleurs dans la cellule bêta du pancréas endocrine qu'un même système avec l'ouverture de canaux calcium voltage dépendant déclenchait l'exocytose non pas du neurotransmetteur, mais de l'insuline par les cellules bêta. Notons ici que plus la fréquence de potentiel d'action présynaptique est élevée, plus il y aura de vésicules synaptiques qui fusionneront et libéreront leur contenu dans la fente synaptique, et donc plus l'effet sera important sur le neurone postsynaptique. Finalement, la nature du message a changé au cours de ce processus, puisque au départ le message était bioélectrique, il était représenté en fait par une certaine fréquence de potentiel d'action. Ce message bioélectrique propagé par le neurone est finalement devenu un message chimique au niveau de la synapse. Et le codage initial en fréquence de potentiel d'action devient finalement ici un codage en quantité de neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique. Quatrième étape, le neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique va diffuser dans cet espace et venir se fixer momentanément sur un récepteur spécifique de ce neurotransmetteur, récepteur présent sur la membrane de la cellule postsynaptique. Et c'est justement ces mécanismes-là sur lesquels on va s'attacher dans cette vidéo. Cinquième et dernière étape, la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur spécifique va induire des réactions que nous verrons au fur et à mesure de cette vidéo, réactions qui vont conduire à la genèse de mouvements ioniques à travers cette membrane postsynaptique. Et ces mouvements ioniques vont entraîner du coup un changement du potentiel de la membrane postsynaptique. Ces mouvements ioniques vont générer ce qu'on appellera un PPS, un potentiel postsynaptique. On a finalement converti un message chimique qui était la quantité de neurotransmetteurs libérés par le neurone présynaptique en message bioélectrique qui est finalement le PPS émis par la cellule postsynaptique. Et nous verrons dans la prochaine vidéo que ces PPS d'amplitude variable et par des phénomènes d'intégration, de sommation, pourront engendrer une nouvelle fréquence de potentiel d'action sur le neurone postsynaptique, si bien que finalement le message nerveux initial qui était une fréquence de potentiel d'action va finalement aboutir à l'émission d'une fréquence de potentiel d'action sur le neurone postsynaptique. Il est important que les effets du neurotransmetteur puissent rapidement cesser et nous allons voir en effet que les effets des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs ne peuvent s'exercer que pendant un temps très bref, quelques millièmes de seconde. Pourquoi? D'une part parce que la liaison du neurotransmetteur à son récepteur est une liaison temporaire, donc le ligand va se dissocier de son récepteur. Et puis il existe trois processus possibles pour que le neurotransmetteur perde son activité dans la fente synaptique. Trois processus qui sont mentionnés par les trois chiffres ici entourés de vert. Premièrement, le neurotransmetteur peut être recapturé. Il peut être notamment recapturé par l'élément présynaptique. On parlera de recyclage du neurotransmetteur. Il peut aussi être transporté à l'intérieur d'une cellule gliale. Vous vous rappelez que les cellules gliales sont des cellules non neuronales,
du système nerveux qui jouent un certain nombre de fonctions dans le système nerveux, et notamment ici, donc finalement, la récupération de neurotransmetteurs. Deuxième possibilité, des enzymes peuvent inactiver le neurotransmetteur. Je vous parlerai tout à l'heure de l'enzyme qui inactive l'acétylcholine. Et puis, troisième possibilité, le neurotransmetteur peut diffuser hors de la fente synaptique, donc il peut finalement quitter la zone où il existe des récepteurs à ce neurotransmetteur. Quelques mots sur la synthèse et le recyclage du neurotransmetteur, et nous prendrons comme exemple ici la synthèse et le recyclage de l'acétylcholine. Dans une synapse à acétylcholine, la synapse à acétylcholine, on l'appelle la synapse cholinergique. On va regarder tout d'abord la synthèse et ensuite le recyclage. L'acétylcholine est constituée, on l'a dit, par une choline, ici CH, et un groupement acétyl. La choline va notamment provenir d'une recapture de ce composé à partir de la fente synaptique. Le groupement acétyl provient en fait de l'acétylcoenzyme A, qui est une molécule qui est issue de l'activité mitochondriale. Et il y a beaucoup de mitochondries dans le bouton synaptique. L'enzyme qui permet cette synthèse d'acétylcholine, c'est-à-dire qui va permettre d'établir la liaison ester entre la choline et le groupement acétyl de l'acétyl-CoA, est une enzyme appelée l'enzyme 4 pour choline acétyl transférase. Cette enzyme est synthétisée dans le corps cellulaire du neurone, donc loin du bouton synaptique, et elle est ensuite véhiculée jusqu'au bouton synaptique par un flux vésiculaire axonal qu'on appelle le flux antérograde, puisqu'il va du corps cellulaire vers la terminaison axonale. L'acétylcholine ainsi synthétisée va ensuite être stockée par un système de transport à l'intérieur des vésicules synaptiques. Vous avez des transporteurs membranaires, un système notamment qui est un transport actif qui permet à l'acétylcholine d'être mis en réserve dans ces vésicules. Puis au moment où la synapse fonctionne, donc au moment où un potentiel d'action parvient au bouton synaptique et déclenche l'ouverture de canaux calcium, voltage dépendant et l'exocytose de ces vésicules, l'acétylcholine va se trouver libérée par exocytose dans la fente synaptique. Il va se fixer sur son récepteur, qu'on appelle un récepteur cholinergique, on y reviendra tout à l'heure. Puis cette acétylcholine va être rapidement dégradée par une enzyme qui est l'acétylcholine estérase, qui est une enzyme qui est aussi synthétisée dans le corps cellulaire du neurone, qui est aussi transportée par transport axonal antérograde jusqu'au niveau synaptique et qu'on retrouve dans la fente synaptique. Et cette enzyme va couper en fait la liaison ester entre la choline et l'acétate. Du coup, eh bien, on a inactivé le neurotransmetteur et on a évoqué tout à l'heure que l'essentiel de cette choline était recapté par la terminaison synaptique grâce à une protéine transmembranaire de transport. J'ai terminé le fonctionnement des synapses chimiques et on va s'intéresser maintenant à la réception des messages chimiques que constituent les neurotransmetteurs, mais on verra aussi les hormones. Et je présenterai tout d'abord les mécanismes de réception propres aux neurotransmetteurs. On va voir ce qu'on appelle les récepteurs membranaires ionotropes, qui sont des récepteurs spécifiques de la neurotransmission. Mais je vous présenterai ensuite des mécanismes de réception qui sont communs aux neurotransmetteurs et aux hormones. On parlera des récepteurs membranaires métabotropes. Et puis je terminerai par vous présenter des mécanismes de réception qui sont propres à certaines hormones, notamment des récepteurs à activité enzymatique et des récepteurs à action intranucléaire. Parmi les récepteurs membranaires ionotropes, un récepteur qui sert tout à fait de modèle est le récepteur ionotrope de l'acétylcholine. Et dans ce paragraphe, on va s'intéresser tout d'abord à l'organisation structurale de la plaque motrice, qui est finalement la jonction neuromusculaire qui permet aux axones des motoneurones alpha d'activer les fibres musculaires striées squelettiques et de déclencher donc leur contraction.
À gauche est présentée une observation en microscopie optique d'une plaque motrice. Le motoneurone apparaît ici en noir et la fibre musculaire est ce tube clair à structure striée, cette striation étant liée à l'organisation particulière de son cytosquelette. À droite est présentée une observation en microscopie électronique d'une plaque motrice. On peut repérer ici les vésicules de neurotransmetteurs dans la terminaison synaptique du motoneurone. Ces vésicules contiennent l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur libéré par le motoneurone, celui qui va nous intéresser. On peut repérer également l'espace synaptique ainsi que l'épaississement de la membrane postsynaptique. Cet épaississement, ce contraste important en microscopie électronique étant lié à une forte densité en récepteurs de l'acétylcholine, en récepteurs cholinergiques. La membrane de la fibre musculaire striée squelettique est appelée aussi le sarcolème et vous voyez que dans cette zone synaptique, elle est fortement repliée, ce qui en augmente la surface et ce qui du coup permet d'augmenter la quantité de récepteurs disponibles pour la neurotransmission. Alors, je vais vous présenter ici une donnée expérimentale qui est obtenue sur une préparation motoneurone fibre musculaire. Un motoneurone ici et une fibre musculaire striée avec laquelle il est en contact synaptique sont maintenus en vie dans un liquide physiologique. On va stimuler électriquement l'axone du motoneurone, c'est-à-dire on va le dépolariser artificiellement, par deux microélectrodes de stimulation qui sont couplées à un stimulateur électrique. On va placer en surface du sarcolème deux microélectrodes de réception qui sont connectées à un oscilloscope, une microélectrode étant plantée dans la fibre musculaire et l'autre étant en surface de la membrane. L'enregistrement obtenu est présent ici dans la partie haute, ici en grand A. La stimulation électrique du motoneurone a provoqué l'apparition sur la membrane de la fibre musculaire d'un signal qui est un signal avec une importante dépolarisation qui est en fait un potentiel d'action, un PA, mais qui n'est pas un potentiel d'action neuronal ici, qui est un potentiel d'action musculaire. Et en effet, la fibre musculaire est une cellule excitable. Si on l'excite directement, elle émet un potentiel d'action, exactement comme le neurone. Et si on la stimule indirectement, ici, par le biais du motoneurone qui la commande, on va induire aussi un potentiel d'action, mais qui a du coup mis en œuvre le fonctionnement synaptique ici. Alors notons que ce potentiel d'action apparaît en fait après un certain temps de latence. Il n'apparaît pas au moment même où on envoie la stimulation sur le motoneurone. Ce temps de latence correspond au temps de conduction du potentiel d'action sur l'axone. Puis ensuite, il faudra rajouter le délai synaptique qui est de l'ordre de 0,5 à 1 milliseconde, plus le temps de la propagation du potentiel d'action sur la fibre musculaire. Le délai synaptique est dû à la cascade des événements qui ont lieu au niveau d'une synapse chimique, événement que nous avons décrit précédemment et sur lequel nous allons revenir dans un instant. Le potentiel d'action musculaire obtenu a en fait le même déterminisme ionique que celui du potentiel d'action neuronale, c'est-à-dire que c'est un déterminisme sodique au départ, c'est du sodium qui est impliqué dans la phase de dépolarisation et puis le potassium qui est impliqué dans la phase de repolarisation. Donc le PA musculaire, comme le PA neuronal, est un potentiel d'action sodique. Si on ajoute maintenant du curare à la préparation, la même stimulation du motoneurone provoquera non plus un potentiel d'action, mais une simple dépolarisation n'atteignant pas le seuil de moins 55 mV. Donc on a sur la fibre musculaire squelettique un signal qui d'ailleurs peut avoir une amplitude ici variable. Ce potentiel obtenu, c'est un potentiel post-synaptique. Et comme il rapproche du seuil, c'est un potentiel post-synaptique excitateur. Et comme c'est un potentiel qui apparaît sur la synapse neuromusculaire, c'est-à-dire au niveau de la plaque motrice, ce potentiel, on l'appelle aussi un ppm pour potentiel de plaque motrice. Ce ppm, exactement comme le potentiel de récepteur que nous avions évoqué dans la seconde partie de ce chapitre, est un potentiel électrotonique,
c'est un potentiel gradué d'amplitude variable. Et c'est un potentiel aussi sommable. On peut avoir une addition de ces potentiels. Alors en fait, dans les conditions de témoin, on peut reprendre ce qui s'est produit ici. On a stimulé l'axone, donc on a déclenché un potentiel d'action sur l'axone du motoneurone. Ce potentiel d'action a déclenché la libération d'acétylcholine dans la fente synaptique. Cette acétylcholine est venue se fixer sur le récepteur qui est présent sur le sarcolème, notamment au niveau, vous voyez, de ces replis que j'avais évoqués tout à l'heure. Ce récepteur cholinergique est un récepteur dit nicotinique. On va y revenir dans un instant. C'est une protéine qui est enchâssée dans le sarcolème, c'est-à-dire dans la membrane postsynaptique. Et ce récepteur, c'est aussi un canal cationique. C'est en fait un canal sodium et potassium. On dit que ce récepteur, c'est aussi un canal ionique chimiodépendant parce qu'il est ouvert par un composé chimique qui s'y fixe. Il est ouvert par un ligand du récepteur, le ligand du récepteur étant l'acétylcholine. Et comme la conductance de ce canal est supérieure pour le sodium et que le gradient électrochimique est supérieur pour le sodium par rapport au potassium, eh bien le flux ionique majeur qui traverse ce canal est un flux sodique. On va avoir à travers ce canal une entrée de sodium qui est supérieure à la sortie de potassium, ce qui va provoquer une dépolarisation, ce qui va provoquer donc le PPSE, le potentiel postsynaptique excitateur, ici un ppm, un potentiel de plaque motrice, suffisamment ample, c'est-à-dire dépassant le seuil de moins 55 mV, pour provoquer la naissance d'un potentiel d'action musculaire. Et c'est ce potentiel d'action musculaire qui va ensuite déclencher la contraction de la fibre musculaire striée squelettique. Alors au niveau d'une plaque motrice, un potentiel d'action présynaptique provoque toujours la formation d'un potentiel postsynaptique, ce qui n'est pas forcément le cas dans le système nerveux central. Et notamment, on évoquera tout à l'heure que certaines synapses neuronales, au lieu d'entraîner une excitation de l'élément postsynaptique, vont au contraire avoir un effet inhibiteur. Elles vont générer non pas des PPSE, mais elles vont générer des PPSI, des potentiels postsynaptiques inhibiteurs. Alors du coup, on peut revenir sur ce qui s'est produit en présence de cura. Bien, le cura, c'est un antagoniste compétitif du récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Donc en présence de cura, le nombre de sites récepteurs pour l'acétylcholine, le nombre de sites récepteurs disponibles pour l'acétylcholine diminue. Si bien que finalement le courant sodique dépolarisant diminue, réduisant ainsi l'amplitude du ppm qui du coup sera inférieur au seuil, ce qui empêche donc le déclenchement d'un potentiel d'action musculaire. Et comme ce potentiel d'action musculaire doit normalement déclencher la contraction musculaire, eh bien on peut dire qu'en présence de cura, il n'y a plus de contraction musculaire. Le cura, c'est finalement une substance paralysante. Et c'est quelque chose qui était connu notamment par des peuplades arborigènes d'Amazonie. En effet, le cura est une substance qui est extraite de certaines lianes d'Amazonie, Strychnos toxifera, et qui était utilisée par certains arborigènes comme poison dont ils enduisent leurs flèches pour paralyser les muscles squelettiques du gibier qu'ils chassent. Et on utilise d'ailleurs encore, on peut utiliser le cura en milieu hospitalier, mais à faible dose, pour relâcher les muscles avant une intervention chirurgicale, pour éviter, si vous voulez, l'apparition de contractions musculaires pendant une opération. Notons que l'alpha-bungarotoxine, qui est une protéine de 74 acides aminés, est une toxine présente dans le venin d'un serpent de l'île de Taïwan, en Chine, qu'on appelle le serpent Bongar rayé, le Bungarus multicinctus, et Bungarus donne le nom justement à cette toxine qui est la bungarotoxine, la toxine du Bongara. Et cette toxine, exactement comme le cura, est un antagoniste compétitif du récepteur nicotinique de l'acétylcholine et elle exerce donc une action paralysante. C'est finalement par cette toxine que le venin de ce serpent va permettre de paralyser ses proies. Notons qu'au contraire,
La nicotine est un agoniste du récepteur nicotinique de l'acétylcholine. La nicotine, c'est un alcaloïde qui est présent dans la feuille du tabac, Nicotiana tabacum, et ce composé est en fait un agoniste du récepteur nicotinique de l'acétylcholine, c'est-à-dire qu'il va non pas s'opposer aux effets de l'acétylcholine, non pas neutraliser, mais au contraire, il va mimer les effets de l'acétylcholine sur son récepteur canal. Et c'est ce qui explique le nom qu'on donne à ce récepteur de l'acétylcholine. On l'appelle récepteur nicotinique parce qu'il peut fixer la nicotine. On va s'intéresser maintenant à la structure du récepteur nicotinique de l'acétylcholine présent sur la membrane de la fibre musculaire striée squelettique. Ce récepteur nicotinique est une protéine transmembranaire avec une partie extracellulaire qui est bien développée, ce qui est classique pour des récepteurs à ouverture vers des signaux présents dans l'environnement cellulaire. Ce récepteur est constitué par 5 sous-unités, 2 sous-unités alpha, et puis sous-unités bêta, gamma et delta. C'est donc un pentamère. Ce récepteur nicotinique à structure pentamérique est aussi une protéine canal. En effet, les 5 sous-unités, donc 2 alpha, bêta, gamma et delta, possèdent chacune 4 domaines transmembranaires qu'on appelle les domaines M1 à M4. Et les domaines M2, ici représentés en rose, des 5 sous-unités, vont délimiter le port du canal ionique. Et on l'a dit, c'est surtout le sodium finalement qui va pouvoir rentrer dans ce canal. La fixation de 2 acétylcholines sur les 2 sous-unités alpha du récepteur va provoquer un changement de conformation des 5 segments M2, ce qui va ouvrir le canal ionique. Et puis le canal ionique va se refermer lorsque l'acétylcholine se sépare de ses sous-unités alpha. Notons que ce récepteur nicotinique de l'acétylcholine, présent dans la fibre musculaire striée squelettique, se retrouve dans le système nerveux central des vertébrés. Et bien que ces récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine dans le système nerveux central soient aussi des récepteurs canaux-cationiques générant des PPSE, ils sont constitués en fait par des sous-unités protéiques différentes du récepteur cholinergique de la plaque motrice, et les récepteurs nicotiniques dans le système nerveux central ne sont pas notamment bloqués par le curare. Donc il y a une petite différence entre le récepteur nicotinique dans la plaque motrice et les récepteurs nicotiniques dans le système nerveux central. Je vous ai présenté un neurotransmetteur à action activatrice par son récepteur ionotrope, et on peut résumer ici en disant que ce récepteur ionotrope de l'acétylcholine, c'est en fait un récepteur canal cationique, c'est un récepteur canal sodique, et quand l'acétylcholine se fixe sur son récepteur, il ouvre un canal sodique, et c'est ce qui permet finalement la naissance, la genèse d'un PPSE. Nous voyons ici que le système est extrêmement rapide, puisque l'acétylcholine va, dès fixation, déclencher un événement bioélectrique sur la membrane postsynaptique. Il existe au contraire des récepteurs ionotropes à effet inhibiteur dans le système nerveux central, et je vais vous parler notamment du récepteur ionotrope du GABA. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Il est synthétisé dans certaines terminaisons synaptiques à partir d'un acide aminé qu'est le glutamate. Libéré par exocytose dans la fente synaptique, il peut se lier à un récepteur canal qu'on appelle le récepteur de type A du GABA, qui est un récepteur ionotrope et qui est aussi un canal chlore. Ce récepteur a d'ailleurs une structure comparable à celle du récepteur nicotinique de l'acétylcholine, c'est-à-dire un récepteur formé de 5 sous-unités possédant chacune 4 segments transmembranaires. Et ici, la fixation du GABA sur son récepteur de type A va ouvrir un canal chlore, ce qui permet une entrée massive de ces anions chlore dans le neurone
postsynaptique, provoquant cette fois non pas une dépolarisation, mais une hyperpolarisation membranaire, qu'on appelle un potentiel postsynaptique inhibiteur, ou PPSI, qui va au contraire éloigner le potentiel de membrane du seuil d'apparition d'un potentiel d'action, et on peut dire par conséquent que le GABA, par son récepteur canal, est un neurotransmetteur inhibiteur. Et il existe d'autres neurotransmetteurs inhibiteurs, comme par exemple la glycine, dont je vous reparlerai dans la prochaine vidéo, qui est aussi un neurotransmetteur inhibiteur se fixant sur des récepteurs ionotropes qui sont des canaux-chlore, et on a en fait le même type de mécanisme. J'ai terminé la présentation des récepteurs membranaires ionotropes avec un système donc qui est spécifique à la neurotransmission. Nous allons maintenant évoquer les récepteurs membranaires métabotropes, récepteurs qui sont impliqués à la fois dans la communication nerveuse, ils vont pouvoir fixer certains neurotransmetteurs, mais aussi dans la communication hormonale, ils vont pouvoir fixer certaines hormones. Et nous allons démarrer avec la présentation du récepteur bêta-adrénergique. Le tissu qui va nous intéresser ici dans l'expérience qui est présentée est le myocarde, qui est le tissu musculaire du cœur. Ce myocarde est formé de cellules dont vous pouvez voir ici la structure observée en microscopie optique. La cellule est une cellule grossièrement cylindrique avec des extrémités ramifiées. Elle présente un noyau ovoïde en position centrale. Le cytoplasme, qu'on appelle le sarcoplasme dans des fibres musculaires, présente une striation identique à la fibre musculaire striée squelettique. Donc on peut parler de fibre musculaire striée cardiaque ici. Une caractéristique particulière de ce tissu musculaire cardiaque est la présence de stries scalariformes, des structures jonctionnelles entre cellules qui ont une forme de marche d'escalier un peu en zigzag. Et au niveau de ces stries scalariformes, vous avez des desmosomes qui permettent un couplage mécanique entre les cellules, qui évite au moment de la contraction que les cellules ne se séparent. Et vous avez également au niveau de ces stries des jonctions gap, c'est-à-dire des synapses électriques, qui permettent un couplage électrique entre ces cellules. Et par conséquent, physiologiquement, le tissu myocardique se comporte comme une espèce de bloc, une espèce de syncytium fonctionnel. L'expérience proposée ici est une expérience de stimulation électrique d'une fibre musculaire du ventricule cardiaque, ici de cobaye. On va stimuler électriquement cette fibre musculaire cardiaque et on enregistre sa réponse électrique à l'aide de microélectrodes de réception. Cette stimulation électrique génère, comme sur la fibre musculaire striée squelettique, un potentiel d'action ici musculaire, mais qui est un potentiel d'action cardiaque. Ce potentiel d'action est plus durable que le potentiel d'action neuronal, que le potentiel d'action de la fibre musculaire striée squelettique. Et notamment, vous avez un plateau ici qu'on appelle un plateau de dépolarisation qui est dû à une entrée de calcium dans la cellule, si bien que le potentiel d'action cardiaque est qualifié de potentiel d'action calcique ici. Ce potentiel d'action myocardique est un potentiel d'action calcique parce qu'il y a un rôle important du calcium dans le maintien du plateau de dépolarisation. Ce potentiel d'action est aussi caractérisé par une longue période réfractaire, si bien que toute sommation des contractions cardiaques est impossible, ce qui rend la fibre musculaire intétanisable dans le cœur. Il n'y a pas de sorte de longue contraction, une espèce de crampe maintenue du cœur, comme on peut l'avoir par exemple pour une fibre musculaire striée squelettique. Et ceci est important pour maintenir toujours une alternance diastole-systole, pour qu'il y ait toujours une irrigation par le cœur de l'ensemble des cellules. On va tester ensuite l'influence de certains composés extra ou intracellulaires sur ce potentiel d'action cardiaque. Tout d'abord, partie grand A ici, on va appliquer de l'adrénaline, donc une hormone, ou de la noradrénaline, qui est le neurotransmetteur terminal du système nerveux sympathique, dans le milieu extracellulaire. Et on voit que cette application de messager va modifier
une caractéristique du potentiel d'action de la cellule myocardique en allongeant nettement sa durée. Les trois courbes que vous avez ici sont les trois courbes qui sont obtenues avec de l'adrénaline ou de la noradrénaline, alors que la courbe la plus à gauche représente le potentiel d'action témoin. L'injection ensuite d'AMP cyclique dans la cellule myocardique reproduit les effets de l'adrénaline extracellulaire. Ceci laisse penser à la mise en route d'un second messager qui est l'AMP cyclique, qui est le second messager de l'adrénaline ou de la noradrénaline initiale. De la même manière, ici, l'injection intracellulaire de la sous-unité catalytique d'une kinase, qu'on appelle la pKa, sur laquelle on reviendra, allonge la durée du potentiel d'action. Et on a procédé ici à 3 enregistrements différents, réalisés de 30 à 120 secondes après l'injection de l'enzyme. Et on voit que cet effet de la sous-unité catalytique de la pKa est d'autant plus important que le temps pendant lequel cette enzyme est présente dans la cellule est long. Alors la déduction ici, c'est que le récepteur qui est impliqué, qui est en fait le récepteur bêta-adrénergique, est un récepteur qui n'est pas un récepteur ionotrope, mais un récepteur métabotrope qui utilise un second messager dans le système de transduction. En effet, la fixation de l'adrénaline ou de la noradrénaline sur son récepteur bêta va activer un système de transduction cytoplasmique sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui implique notamment une protéine GS et qui va aboutir à la synthèse d'un second messager qui est l'AMP cyclique, qui est produit par une enzyme qui est l'adénylate cyclase. Et cette AMP cyclique, nous le reverrons, va activer la pKa, la protéine kinase AMP cyclique dépendante. Et la sous-unité catalytique de la pKa va ensuite phosphoryler des canaux calcium voltage dépendants qui sont présents sur la membrane de la fibre musculaire du ventricule, ce qui va par conséquent favoriser leur ouverture et donc augmenter le courant calcique entrant, ce qui induit finalement un plateau de dépolarisation plus long. Il y a plus de calcium finalement qui rentre dans le cytoplasme et ce calcium est impliqué dans la contraction est plus forte. On a finalement un effet qu'on appelle un effet inotrope positif de la noradrénaline ou de l'adrénaline sur le cœur. Effet inotrope, ça veut dire augmentation de la contraction ici du cœur. Attention, ne pas confondre avec ionotrope qu'on a vu tout à l'heure, qui signifiait des récepteurs cano-ioniques. Ici, le récepteur n'est pas ionotrope, c'est un récepteur métabotrope. Donc du coup, on peut dire qu'il existe deux grands types de récepteurs pour les messagers, des récepteurs ionotropes et des récepteurs métabotropes, et que pour la neurotransmission chimique, eh bien, elle peut se faire par les deux types de récepteurs. Acétylcholine sur un récepteur ionotrope tout à l'heure, noradrénaline sur un récepteur métabotrope. La neurotransmission met donc en jeu des récepteurs ionotropes qu'on ne trouvera pas pour le système endocrinien. Ces récepteurs ionotropes sont eux-mêmes des canaux ioniques chimiodépendants ouverts par la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur. Nous avons vu trois types de récepteurs ionotropes. Le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, qui était un récepteur finalement canal sodium. Le récepteur A du GABA et le récepteur de la glycine, qui étaient des récepteurs canaux-chlore, et qui conduisaient plutôt à une inhibition, alors que l'acétylcholine conduisait à une activation. Mais nous venons de voir que la neurotransmission peut mettre en jeu aussi des récepteurs métabotropes, puisque la noradrénaline va utiliser un récepteur métabotrope. Ces récepteurs ne sont pas eux-mêmes des canaux ioniques, mais ils mettent en jeu un système de transduction plus complexe, qu'on va détailler dans un instant, système de transduction qui va pouvoir aboutir au contrôle du fonctionnement de canaux ioniques, comme les canaux calcium dans le cœur, et du coup vont entraîner aussi des changements de potentiel de la cellule post-synaptique. Les récepteurs ionotropes, ici dans la partie droite de cette figure, tels que le récepteur
nicotinique de l'acétylcholine permettent finalement un délai de réponse court. On a un délai dans le système de transduction d'environ seulement 0,4 millième de seconde. Ce sont finalement des récepteurs qui sont impliqués dans des réponses rapides, brèves. Ces récepteurs ionotropes jouent un rôle important dans les fonctions de commande. Ainsi, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine permet à l'acétylcholine de déclencher la contraction de la fibre musculaire striée squelettique. Ces récepteurs ionotropes sont seulement impliqués dans la communication nerveuse, mais non pas dans la communication hormonale. Les récepteurs métabotropes des neurotransmetteurs, tels que par exemple le récepteur bêta-adrénergique, met en jeu un délai de transduction plus long, environ 40 millisecondes. Ils produisent des réponses plus lentes, mais aussi plus prolongées dans le temps. Ces récepteurs métabotropes jouent un rôle important dans les fonctions de régulation. Par exemple, le récepteur bêta-adrénergique va permettre à la noradrénaline de contrôler, ici dans le sens d'une augmentation, la contraction du myocarde, mais non pas de commander la contraction du myocarde. Ces récepteurs métabotropes sont des récepteurs membranaires couplés aux protéines G, dont je vais vous parler dans un instant, et ils permettent aux cellules cibles de répondre à certains neurotransmetteurs, comme la noradrénaline sur les récepteurs bêta-adrénergiques du myocarde, mais ces récepteurs métabotropes vont permettre aussi à certaines cellules cibles de répondre à des hormones, par exemple l'adrénaline sur les récepteurs adrénergiques du myocarde. Et pour passer ici progressivement des récepteurs des neurotransmetteurs aux récepteurs des hormones, nous allons évoquer le récepteur d'une hormone qui est le récepteur de l'ACTH. Alors l'ACTH, qui est mentionné ici, c'est une hormone qui est produite par l'adénohypophyse, dont je vous ai parlé dans la première partie de ce chapitre. Cette ACTH, on l'appelle aussi l'hormone corticotrope ou la corticostimuline. C'est une hormone dont la fonction est de stimuler l'activité des cortico-surrénales et notamment de stimuler la production par ces glandes de glucocorticoïdes tels que le cortisol. Nous reviendrons dans la 6e partie du chapitre 1 sur la notion de neurohormone et nous verrons que la production d'ACTH par l'adénohypophyse est elle-même sous commande d'une neurohormone hypothalamique qui est la corticolibérine. Cet ensemble, hypothalamus, adénohypophyse, cortico-surrénale, mettant en jeu CRH, ACTH et cortisol, constitue l'axe corticotrope. Nous verrons notamment dans le chapitre 6 son rôle important dans la parturition chez les mammifères. Alors l'ACTH est une hormone qui peut être testée sur des cellules de cortico-surrénales maintenues en culture. Et ici, vous avez une expérience où on a testé des doses croissantes d'ACTH sur des cellules de cortico-surrénales et on a mesuré la production par ces cellules d'AMP cyclique, de second messager. Et vous voyez ici que l'ACTH agit sur les cellules de la cortico-surrénale en augmentant la production d'AMP cyclique, cet effet étant dose dépendant et il est observé, vous voyez, déjà pour de faibles concentrations d'ACTH. Donc l'ACTH, c'est une hormone qui finalement, exactement comme l'adrénaline tout à l'heure sur ses récepteurs bêta adrénergiques, agit par l'intermédiaire de récepteurs métabotropes qui sont couplés ici à la production intracellulaire d'un second messager qui est l'AMP cyclique. L'ACTH agit en fait sur son récepteur membranaire, qui est mentionné ici en rouge, ce qui active une protéine GS, qui active ensuite une enzyme membranaire qui est l'adénylate cyclase, ce qui conduit à la production intracellulaire d'AMP cyclique. Et ce second messager va exercer notamment des effets à court terme, quelques secondes, notamment via l'activation de la protéine kinase A. On va avoir augmentation de la translocation du cholestérol vers la membrane mitochondriale interne où se déroule la première étape de la stéroïdogénèse, ce qui va conduire à stimuler la production d'un stéroïde qui est le cortisol ici.
Et puis la CTH, par ce système de transduction, va aussi exercer des effets à plus long terme, quelques heures, en augmentant la transcription des gènes codants pour les enzymes de la stéroïdogénèse, ce qui maintient à plus long terme la production de cortisol par les cellules de la cortico-surrénale. Je vous parlerai dans un instant du mode de signalisation qui permet à la PKA d'avoir des effets transcriptionnels. Après vous avoir présenté deux exemples de récepteurs métabotropes, le récepteur bêta-adrénergique et le récepteur de l'ACTH, je vais vous présenter les mécanismes de transduction utilisés par ces récepteurs métabotropes. Nous allons voir que ces mécanismes mettent en jeu un couplage à des protéines G. Tout d'abord, l'ensemble de ces récepteurs métabotropes appartient à une grande famille de récepteurs qui sont les récepteurs à 7 domaines transmembranaires, et je vais vous présenter la structure de l'un d'entre eux, mais tous ces récepteurs sont bâtis sur le même modèle architectural. Le cœur est non seulement formé de cellules musculaires à activité contractile dont nous avons parlé précédemment, mais il est aussi constitué par des cellules cardionectrices situées dans le nœud sinusal, mais aussi dans le nœud auriculo-ventriculaire, dans le faisceau de His qui se divise en deux branches et dans le réseau de Purkinje. Ces cellules constituent le tissu nodal, tissu qui est impliqué dans l'automatisme cardiaque et qui constitue le système de conduction du cœur. Le nœud sinusal se trouve dans la paroi de l'oreillette droite et il constitue le centre rythmogène, le pacemaker du cœur. Le nœud sinusal émet spontanément des potentiels d'action qui seront conduits dans le tissu nodal, qui vont déclencher ensuite les potentiels d'action du myocarde, lesquels déclencheront la contraction du myocarde. Donc le rythme d'émission des potentiels d'action par le nœud sinusal, ce qu'on appelle le rythme sinusal, va déterminer le rythme cardiaque. La membrane des cellules du nœud sinusal contient des récepteurs à l'acétylcholine, mais non pas des récepteurs du type nicotinique, mais des récepteurs du type muscarinique, qui vont permettre à l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur libéré par le système nerveux parasympathique, de diminuer le rythme sinusal et donc de diminuer le rythme cardiaque. C'est notamment ce ralentissement du cœur par le système parasympathique qui est observé quand l'organisme est au repos. Voici la structure de ce récepteur muscarinique de l'acétylcholine présent par exemple sur la membrane des cellules du nœud sinusal. Ce récepteur fait partie de la grande famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. L'ensemble des récepteurs métabotropes constitue des récepteurs à 7 domaines transmembranaires avec une extrémité NH2 extracellulaire et une extrémité COH intracellulaire. Tous les récepteurs couplés aux protéines G présentent cette même structure, un monomère protéique constitué par 7 domaines transmembranaires. Vous avez ici, dans la partie gauche, une représentation développée en plan du récepteur muscarinique de l'acétylcholine, et dans la partie de droite, vous avez une représentation dans l'espace de ce même récepteur. Les 7 domaines transmembranaires disposés en couronne ménagent le site spécifique de réception de l'acétylcholine sur ce récepteur. Notons que le site d'interaction avec la protéine G est intracellulaire, situé près du groupement COH. On appelle ce récepteur de l'acétylcholine le récepteur muscarinique. En effet, la muscarine, qui est une substance toxique présente dans l'amanite tumosche, dans l'Amanita muscaria, est un agoniste du récepteur muscarinique de l'acétylcholine. On reviendra un peu plus tard sur le mécanisme de transduction utilisé par ce récepteur muscarinique de l'acétylcholine, mais notons bien à présent que finalement un même neurotransmetteur, l'acétylcholine ici, peut utiliser sur des cellules différentes deux récepteurs différents. Le récepteur ionotrope exprimé par exemple sur les cellules musculaires striées squelettiques sur lesquelles l'acétylcholine exerce un effet activateur, et les récepteurs métabotropes
ici, récepteur donc muscarinique de l'acétylcholine, par lequel l'acétylcholine exerce un effet inhibiteur. L'ensemble des récepteurs métabotropes constituent des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G, et je vais vous présenter l'activation des protéines G, une sorte de cycle mettant en jeu des protéines de couplage appelées protéines G. Les protéines G sont des protéines membranaires extrinsèques impliquées dans la transduction de différents messages extracellulaires, messages hormonaux par exemple, ou des neurotransmetteurs. Ces protéines G sont associées par des lipides membranaires au feuillet cytosolique de la membrane, c'est-à-dire sur l'hémimembrane présente du côté intracellulaire ici de la cellule. Le nom de protéine G provient de la capacité de ces protéines à fixer un nucléotide. Ce nucléotide, c'est soit la guanosine diphosphate, GDP, soit la guanosine triphosphate, GTP. Les protéines G sont inactives quand elles ont fixé du GDP et elles sont au contraire actives quand elles ont fixé du GTP. Les protéines G sont des protéines trimériques, c'est-à-dire constituées par 3 sous-unités, G-alpha, ici en bleu clair, et G-bêta et G-gamma. Dans notre exemple, G-alpha est ici stimulatrice, on dira que c'est alpha S, et le récepteur membranaire est par exemple ici celui du glucagon ou bien le récepteur bêta adrénergique de l'adrénaline. Alors dans la première étape ici, la sous-unité alpha S1 de la protéine G a fixé le GDP, elle est donc pour le moment inactive. La fixation du ligand ici sur son récepteur membranaire va entraîner un changement de conformation de ce récepteur, lequel va diffuser latéralement dans la membrane et se fixer à la sous-unité alpha de la protéine G. On est ici dans la seconde étape. Il s'ensuit un changement de conformation de cette sous-unité alpha de la protéine G, laquelle passe alors de sa forme inactive à sa forme active par l'intermédiaire d'un facteur d'échange de nucléotides qui déloge le GDP, étape 3, et le remplace par du GTP qui est présent dans la cellule à forte concentration. On est dans l'étape 4 ici. Les sous-unités bêta et gamma restent associées entre elles. Elles constituent une sous-unité appelée G bêta gamma qui, elle aussi, à ce moment-là, est activée. Cette sous-unité G bêta gamma se sépare alors de la sous-unité alpha. On est dans l'étape 4. La sous-unité G alpha et la sous-unité donc G alpha ici et G bêta gamma sont fixées chacune par un lipide dans le feuillet cytosolique de la membrane. La sous-unité alpha S de la protéine G liée au GTP va alors diffuser latéralement dans la membrane et elle va se lier à une protéine membranaire effectrice. Dans le cas de la protéine GS, cette protéine est l'adénylate cyclase. On y reviendra dans un instant. Enfin, le ligand va se dissocier de son récepteur et la sous-unité alpha de la protéine G possède une activité GTPasique intrinsèque qui va lui permettre d'hydrolyser le GTP qu'elle avait fixé en GDP, ce qui lui permet de revenir à l'état inactif. Donc le ligand s'est séparé de son récepteur, la sous-unité G-alpha hydrolyse son GTP en GDP, ce qui entraîne un changement de conformation de cette sous-unité alpha, qui la ramène donc à son état inactif, et la sous-unité G-alpha va diffuser alors latéralement dans la membrane pour se réassocier au complexe G bêta gamma, et on revient donc à l'étape initiale. Dans l'exemple que je vous ai présenté, l'enzyme qui était activée par la protéine G-alpha était l'adénylate cyclase, conduisant à la production d'AMP cyclique, et nous allons dire quelques mots sur le rôle de l'AMP cyclique dans la suite de la cascade transductionnelle.
Alors la sous-unité alpha S active une adénylate cyclase qui va convertir l'ATP en AMP cyclique, et l'AMP cyclique est le second messager intracellulaire du ligand de départ, par exemple du glucagon dans l'exemple précédent. Alors dans le cytoplasme, vous avez une protéine qu'on appelle la protéine kinase A, protéine kinase AMP cyclique dépendante, qui est un complexe formé de 4 sous-unités liées entre elles de manière non covalente. Ces 4 sous-unités de la pKa comprennent 2 sous-unités catalytiques, que j'appellerai les sous-unités C, qui sont représentées ici en bleu, et 2 sous-unités régulatrices, qu'on appelle les sous-unités R, et qui sont représentées ici en gris. Le tétramère est totalement dépourvu d'activité enzymatique, et les sous-unités C ne sont actives que si elles sont libérées de leur association avec les sous-unités R. Chaque sous-unité R possède 2 sites de fixation pour l'AMP cyclique. La formation d'AMP cyclique, second messager de certaines hormones ou de certains neurotransmetteurs, cet AMP cyclique va se fixer, donc 2 molécules d'AMP cyclique vont se fixer sur chacune des 2 sous-unités régulatrices de la pKa. Donc vous avez 4 AMP cycliques qui sont fixés ici sur l'ensemble des 2 sous-unités régulatrices, ce qui induit une modification de conformation qui dissocie les 2 sous-unités R des 2 sous-unités C et active ainsi l'activité kinase des 2 sous-unités catalytiques. Les sous-unités catalytiques de la pKa peuvent alors phosphoryler par exemple un canal ionique, comme on l'a vu pour le récepteur bêta-adrénergique dans les cellules du myocarde, ou une enzyme, on va voir un exemple dans un instant, ceci constituant des actions rapides. Mais nous verrons que ces sous-unités catalytiques peuvent aussi phosphoryler un facteur spécifique de transcription, aboutissant à un effet plus lent mais plus durable, avec donc des contrôles d'expression de gènes. Alors par exemple, dans les cellules du muscle strié squelettique activées par l'adrénaline ou le glucagon, la pKa activée va phosphoryler les enzymes impliquées dans le métabolisme glucidique, notamment phosphorylation de la glycogène synthase, ce qui va aboutir à une inactivation de la synthèse du glycogène. Donc on inhibe ici la glycogénogenèse, et de même par une cascade de phosphorylation induite par la pKa, on va conduire ici à une phosphorylation de l'enzyme impliquée dans la glycogénolyse, et c'est une façon en fait d'activer la glycogénolyse. Cette réponse va augmenter en quelques secondes la quantité de glucose disponible pour les cellules musculaires. Notons que l'AMP cyclique, outre ses effets de contrôle de canaux ioniques ou d'enzymes, peut également conduire à une activation transcriptionnelle. En effet, une fois que les sous-unités catalytiques ici sont libérées des sous-unités R, ces sous-unités catalytiques vont pouvoir migrer à l'intérieur du noyau, alors que les sous-unités régulatrices, elles, restent dans le cytosol. Ainsi, les sous-unités catalytiques de la pKa vont pouvoir phosphoryler dans le noyau le facteur de transcription CREBP. Donc voilà ici CREBP phosphorylé, qui va pouvoir reconnaître une séquence spécifique présente dans la régulation de nombreux gènes activables par l'AMP cyclique, et c'est une façon de conduire à une activation transcriptionnelle. Alors notons ici que le CREB phosphorylé par la pKa se fixe en fait sur une séquence qu'on appelle une séquence CRE, élément de réponse à l'AMP cyclique, et ce CREB phosphorylé par la pKa va recruter un coactivateur transcriptionnel qui est le CBP, qui est la protéine de liaison au CREB, et par l'intermédiaire de ce coactivateur transcriptionnel, eh bien, le CREB phosphorylé va induire une stimulation de la transcription de gènes cibles
avec notamment, vous voyez, une modification de courbure de l'ADN permettant un rapprochement du complexe général de transcription par rapport au facteur de transcription ici spécifique. Cette réponse qui met en jeu une activation transcriptionnelle va prendre plusieurs heures pour se dérouler de façon complète. Je voulais vous montrer dans le paragraphe suivant qu'il existe pour les récepteurs métabotropes 3 types de mécanismes de signalisation mettant en jeu 3 types de protéines G différentes. Et j'ai pris l'exemple ici des récepteurs adrénergiques où on va trouver effectivement les 3 types de fonctionnement possibles. Premier fonctionnement possible, ce sont les récepteurs alpha 1 adrénergiques. La liaison de l'adrénaline ou de la noradrénaline sur ces récepteurs alpha 1 va activer une sous-unité G-alpha qui est non pas la sous-unité alpha S mais la sous-unité alpha Q ou alpha P, laquelle va activer à son tour la phospholipase C membranaire. La phospholipase C activée va hydrolyser un phospholipide membranaire, le PIP2, pour donner 2 seconds messagers. Le PIP2 est le phosphatidyl inositol biphosphate et son hydrolyse par la phospholipase C va donner 2 molécules ayant un rôle de second messager, l'IP3 ou inositol triphosphate, qui est une molécule hydrophile qui va diffuser dans le cytosol, et le diacylglycérol ou DAG, qui est une molécule lipophile qui reste associée au feuillet cytosolique de la membrane plasmique. L'IP3 est un second messager qui va aller se fixer sur des canaux calcium présents sur la membrane du réticulum endoplasmique et déclencher leur ouverture. Le calcium du réticulum est alors libéré dans le cytosol et il va se lier à différentes molécules comme la PKC, la protéine kinase dépendante du calcium, ou elle peut s'y lier aussi à la calmoduline. En l'absence de toute stimulation hormonale, la PKC est une protéine cytosolique inactive. Une augmentation de la concentration en calcium dans le cytosol sous l'influence de l'IP3 va permettre à la PKC, qui fixe ce calcium, de se lier à la face interne de la membrane plasmique où le diacylglycérol va l'activer. La PKC activée pourra ensuite phosphoryler des protéines cibles. Ces récepteurs alpha 1 adrénergiques mettant en jeu comme second messager l'IP3, le diacylglycérol et le calcium vont permettre à l'adrénaline et à la noradrénaline de provoquer par exemple la contraction du myomètre, c'est-à-dire la contraction du muscle de l'utérus, mais aussi la vasoconstriction par exemple des artérioles de la peau et des reins, et c'est également par ce mode d'action que l'adrénaline et la noradrénaline provoquent une glycogénolyse dans les hépatocytes. Le deuxième mode de transduction des récepteurs adrénergiques est celui des récepteurs bêta-adrénergiques, notamment les récepteurs bêta 1 qui sont par exemple présents sur la membrane des cellules du nœud sinusal qu'on a évoqué tout à l'heure ou sur la membrane des cellules contractiles du myocarde ventriculaire. Et puis vous avez ce qu'on appelle des récepteurs bêta 2 adrénergiques qui sont plus largement répartis que les récepteurs bêta 1 et qui ont une plus grande affinité pour l'adrénaline et la noradrénaline. Ces récepteurs bêta 2 sont par exemple présents sur la membrane des cellules musculaires lisses de la paroi des artérioles coronariennes, c'est-à-dire des artérioles du système d'irrigation du tissu cardiaque. On en trouve aussi dans la paroi des artérioles qui irriguent les muscles striés squelettiques, ainsi que dans la paroi des bronches. On a vu précédemment que les récepteurs bêta-adrénergiques étaient couplés à G-alpha-S, laquelle active l'adénylate cyclase membranaire, permettant ici de cycliser l'ATP en AMP cyclique, permettant d'obtenir donc un second messager,
AMP cyclique qui va ensuite, on l'a vu, activer l'APK. C'est par le biais de ces récepteurs bêta que l'adrénaline et la noradrénaline peuvent exercer sur les cellules du nœud sinusal un effet qui contribue à accélérer le cœur, ce qu'on a appelé un effet chronotrope positif. C'est aussi par ces récepteurs bêta que les catécholamines vont exercer sur les cellules du myocarde ventriculaire un effet inotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de la force de contraction. C'est aussi par ce mode d'action que les catécholamines vont exercer un effet vasodilatateur sur les artérioles du cœur et des muscles squelettiques, ou un effet bronchodilatateur en agissant sur les cellules musculaires lisses des bronches. Notons que toutes ces réponses contribuent notamment à une adaptation de l'organisme lors d'un exercice. Notons que le propanolol est un antagoniste des récepteurs bêta-adrénergiques, on dit un bêta-bloquant, et il est utilisé par exemple pour lutter contre l'hypertension artérielle. Le troisième type de mode d'action mettant en jeu des récepteurs adrénergiques est celui des récepteurs alpha-2 adrénergiques qui sont présents par exemple sur la membrane des adipocytes. Ces récepteurs sont couplés à une sous-unité G-alpha-I qui inhibe l'activité de l'adénylate cyclase et donc réduit la production de l'AMP cyclique. Ainsi, l'activation des récepteurs alpha-2 module l'action des catécholamines sur leurs récepteurs bêta, et c'est par exemple par ces récepteurs alpha-2 que les catécholamines exercent un effet anti-lipolytique sur les adipocytes. Donc vous voyez, trois types de protéines G. Protéine G stimulatrice permettant l'augmentation de l'AMP cyclique. Protéine G P permettant l'augmentation de la production d'IP3 et de diacylglycérol. Et protéine G I qui s'oppose à la production d'AMP cyclique. Je voulais, pour terminer avec les récepteurs métabotropes, vous parler du mode d'action du récepteur muscarinique de l'acétylcholine. En effet, on a vu que les cellules du nœud sinusal possédaient sur la membrane des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, qui sont des récepteurs donc dits cholinergiques muscariniques. Donc notons bien que les cellules du nœud sinusal, elles possèdent des récepteurs bêta-1 adrénergiques dont l'activation conduit à augmenter la fréquence cardiaque par le biais de l'adénylate cyclase, ce qu'on appelle un effet chronotrope positif. Mais ces cellules du nœud sinusal contiennent aussi des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine qui contribuent au contraire à un effet bloquant, à un effet de frein sur la fréquence cardiaque, à un effet chronotrope négatif. Alors ces récepteurs, ce récepteur muscarinique de l'acétylcholine est, on l'a vu, un récepteur métabotrope, donc à 7 domaines transmembranaires, couplé à une protéine G trimérique, qui est ici alpha-I, bêta-gamma. La sous-unité bêta-gamma, libérée au cours du cycle qu'on a évoqué précédemment, va se fixer sur un canal potassium qui s'ouvre, ce qui induit alors une sortie massive d'ion potassium et donc hyperpolarise la membrane, ce qui conduit à une diminution de la fréquence cardiaque. On a ici un effet chronotrope négatif de l'acétylcholine, alors qu'on avait vu que l'acétylcholine, par son récepteur nicotinique, exerçait un effet stimulant sur les muscles striés squelettiques. Et c'est l'occasion de voir que la sous-unité bêta-gamma a aussi des actions dans la transduction du signal. La sous-unité alpha-I va se fixer à l'adénylate cyclase et l'inhiber, ce qui bloque les effets de l'adrénaline sur son récepteur bêta-adrénergique. Donc opposition entre acétylcholine et catécholamine sur les cellules nodales, avec notamment ce système de signalisation mettant en jeu une sous-unité alpha-I de la protéine G.
Alors dans ces systèmes de transduction mettant en jeu les récepteurs métabotropes, on a en fait des chaînes de relais qui sont initiées par les récepteurs métabotropes couplés aux protéines G et qui vont permettre d'amplifier les réponses aux signaux cellulaires de départ. En effet, quand une molécule de signalisation extracellulaire se fixe sur un récepteur, par exemple récepteur bêta-adrénergique couplé à protéine G stimulatrice et à production d'AMP cyclique, eh bien ce mécanisme va en fait pouvoir permettre à partir d'un récepteur d'activer de nombreuses molécules de protéines G alpha S, dont chacune pourra activer une molécule d'adénylate cyclase et donc permettre la production d'AMP cyclique. Chaque molécule d'adénylate cyclase peut catalyser à son tour la conversion d'un grand nombre de molécules d'ATP en molécules d'AMP cyclique, donc ça va augmenter la production d'AMP cyclique, et l'AMP cyclique peut activer à son tour un grand nombre de pKa, etc., ce qui peut aboutir finalement à activer plusieurs milliers de protéines à l'intérieur de la cellule à partir d'une seule molécule de signalisation extracellulaire. Et cette amplification, qui est présentée ici pour les systèmes de transduction avec l'AMP cyclique, se retrouve aussi par exemple dans les voies de signalisation mettant en jeu l'IP3, le diacylglycérol et le calcium. Une telle amplification permet aux messagers primaires, notamment aux hormones qui sont extrêmement diluées dans la circulation générale, d'agir même à très faible concentration. Dans les deux modes de communication, neurotransmetteurs et hormones, la transmission du message par des récepteurs métabotropes permet donc une amplification importante du signal. Toute cascade amplificatrice de ces signaux de stimulation nécessite aussi l'existence d'un mécanisme de contrebalancement à chaque étape de la cascade pour remettre le système au repos à la fin de la stimulation. De ce fait, les cellules possèdent des mécanismes efficaces qui, d'une part, dégradent les seconds messagers. Ainsi, l'AMP cyclique, qui est produit à partir de l'ATP par l'adénylate cyclase, va se trouver dégradé par une enzyme qui, en fait, hydrolyse l'AMP cyclique en AMP inactif, avec rupture ici de ce cycle. D'autres mécanismes efficaces vont tamponner et éliminer le calcium cytosolique. Vous avez notamment les ATPase calcium qui vont permettre de repomper activement le calcium dans les réserves de réticulum endoplasmique. D'autres mécanismes encore vont inactiver les enzymes et les canaux ioniques une fois qu'ils ont été activés. Donc par exemple, quand une enzyme ou un canal a été phosphorylé, eh bien vous avez des phosphatases qui vont déphosphoryler ces protéines. Nous avons terminé les récepteurs membranaires métabotropes. Je voulais vous montrer dans la fin de cette vidéo qu'il existe aussi pour certaines hormones d'autres types de récepteurs qui sont des récepteurs non métabotropiques et notamment je vais vous parler des récepteurs membranaires à activité enzymatique. En effet, certains récepteurs membranaires d'hormones ont une capacité, une activité catalytique enzymatique, telle que par exemple le récepteur de l'insuline, le récepteur membranaire, qui est représenté ici en jaune sur cette figure. Ce récepteur, nous allons le voir, a une activité tyrosine kinase, c'est-à-dire que c'est un récepteur qui va pouvoir catalyser des phosphorylations sur l'acide aminé tyrosine des protéines. L'insuline est une hormone, nous avons vu, qui est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas endocrine. Nous avions vu dans la seconde partie du chapitre 1 que l'hyperglycémie déclenchait sa libération dans le sang. Et cette insuline dispose de récepteurs membranaires présents dans toutes les cellules, mais en nombre variable. Et notamment, ces récepteurs de l'insuline sont particulièrement abondants sur la membrane des cellules adipeuses, des cellules musculaires squelettiques et des hépatocytes. L'insuline, sur ces cellules, exerce les effets suivants. Dans les muscles squelettiques, elle va activer l'entrée du glucose en augmentant l'incorporation d'un transporteur membranaire du glucose.
Dans le muscle squelettique, l'insuline va aussi stimuler la conversion du glucose en glycogène, donc elle stimule la glycogénogenèse, et puis cette insuline va aussi stimuler la glycolyse dans le muscle. Dans le foie, l'insuline va aussi activer la synthèse de glycogène à partir du glucose, donc elle stimule la glycogénogenèse et elle stimule aussi la glycolyse. Dans le tissu adipeux, l'insuline favorise aussi l'entrée du glucose en augmentant l'incorporation de transporteurs du glucose sur la membrane, et elle va également favoriser la lipogenèse, c'est-à-dire la synthèse de triglycérides, et elle a au contraire un effet inhibiteur sur la lipolyse. Par ses effets de mise en réserve des nutriments et puis aussi en favorisant l'utilisation du glucose, l'insuline est donc une hormone hypoglycémiante. À ces effets métaboliques de l'insuline s'ajoutent aussi des effets activateurs sur la prolifération cellulaire, effets que l'on retrouve pour les facteurs de croissance, les growth factors, tels que par exemple les IGF ou somatomédine. Le récepteur de l'insuline est une glycoprotéine transmembranaire de la famille des récepteurs à activité tyrosine kinase, famille de récepteurs à laquelle appartiennent aussi les récepteurs des facteurs de croissance, par exemple les récepteurs des IGF, les récepteurs des somatomédines. Le récepteur de l'insuline est un hétérotétramère constitué donc par 4 sous-unités qui sont liées entre elles par des ponts disulfures. Ces 4 sous-unités sont 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Les 2 chaînes alpha sont en position extracellulaire et elles constituent le site de fixation de l'insuline. 2 sites de fixation ici de l'insuline. Les 2 sous-unités transmembranaires ont un site actif intracellulaire à activité tyrosine kinase qui constitue le domaine catalytique du récepteur. Les 2 sous-unités bêta sont activées quand les 2 sous-unités alpha ont fixé l'insuline. Et l'activation des sous-unités bêta va permettre rapidement une autophosphorylation des résidus tyrosine des sous-unités bêta, et c'est une façon à ce moment-là d'activer le récepteur. Donc l'insuline se fixe sur ces sous-unités extracellulaires, ce qui provoque en fait un changement de conformation du récepteur et qui entraîne une autophosphorylation des sous-unités bêta. Cette autophosphorylation va créer des sites de reconnaissance, c'est-à-dire des tyrosines phosphorylées, sites de reconnaissance pour des protéines cytoplasmiques qui reconnaissent ces tyrosines phosphorylées et qu'on appelle les IRS, les insulines récepteurs substrats, c'est-à-dire des protéines cytoplasmiques adaptatrices qui sont exprimées pour IRS1 et IRS2 dans toutes les cellules. Les IRS vont donc se fixer aux récepteurs phosphorylés et elles sont à leur tour phosphorylées et induisent une cascade de transduction aboutissant à la réponse de la cellule cible. On peut par exemple citer comme cascade réactionnelle l'activation par les IRS de la cascade des MAP kinases, qui sont les kinases activées, les kinases qui activent la mitose, et qui est une cascade en fait qui aboutit aux effets prolifératifs de l'insuline. Notons que la réaction engendrée dans la cellule cible par les cascades de signalisation induites par la fixation de l'insuline sur son récepteur à activité enzymatique peut être une réaction rapide. C'est par exemple le cas dans les adipocytes et la cellule musculaire squelettique où l'insuline stimule la translocation du transporteur GLUT4 dans la membrane plasmique, ce qui favorise ensuite l'entrée de glucose dans ces cellules. Mais par ce mode de signalisation, l'insuline peut exercer aussi des effets plus lents par activation de la transcription de certains gènes, par exemple activation de gènes codant pour des enzymes du métabolisme, et c'est aussi par ces effets plus lents que l'insuline va exercer ses effets prolifératifs. Notons que
pour certaines hormones à récepteurs membranaires à activité enzymatique, le récepteur a une activité non pas tyrosine kinase, mais une activité sérine tréonine kinase. C'est-à-dire que ces récepteurs vont phosphoryler non pas sur tyrosine, mais sur sérine et tréonine. C'est le cas du récepteur de deux hormones qui interviennent dans la reproduction et dont je vous parlerai dans le chapitre 4, l'AMH, l'hormone antimullérienne, et l'inhibine. L'AMH, par exemple, va mettre en jeu deux récepteurs transmembranaires à activité sérine tréonine kinase. L'AMH se fixe sur son récepteur de type 2, et puis ensuite c'est le récepteur de type 1 qui transmet le signal en phosphorylant des protéines cytoplasmiques, notamment des protéines de type SMAD, qui vont à leur tour réguler dans le noyau l'expression de gènes cibles. Donc on a un système avec une autre activité enzymatique, mais vous voyez bien que le récepteur est lui-même doué d'une activité enzymatique. Alors parfois, c'est le cas de la prolactine, qui est une hormone impliquée dans la sécrétion du lait, et dont je vous reparlerai dans le chapitre 6. Dans ce cas-là, la prolactine va utiliser un récepteur membranaire qui n'a pas lui-même une activité catalytique intrinsèque, mais qui va interagir spécifiquement avec des tyrosines kinases intracellulaires. Et en fait, la prolactine, quand elle se fixe sur son récepteur, va entraîner une dimérisation de ce récepteur, ce qui va activer une protéine kinase cytoplasmique qui est la protéine JAK2, la Janus kinase 2, qui est une tyrosine kinase, qui va à son tour phosphoryler un facteur de transcription, le facteur STAT5, qui va pouvoir contrôler la transcription de gènes cibles. On verra que c'est par ce mode d'action que la prolactine, par exemple, active l'expression des gènes des protéines du lait. Et enfin, une hormone très particulière dont je vous reparlerai dans le chapitre 3, qui est le peptide atrial natriurétique, qui est une hormone produite par le cœur. Eh bien, c'est un récepteur membranaire qui n'a pas lui-même, qui n'a pas une activité de phosphorylation, mais qui est un récepteur à activité enzymatique de type guanylate cyclase. C'est-à-dire que quand l'hormone se fixe sur son récepteur, ça va déclencher une activation de cette activité catalytique qui se traduit par une conversion du GTP en GMP cyclique. Le GMP cyclique est donc ici le second messager de l'ANP, et ce GMP cyclique est capable ensuite d'activer des canaux ioniques ou d'activer des protéines kinase G. Nous avons vu que certaines hormones utilisaient des récepteurs membranaires à activité enzymatique. Nous allons voir que certaines hormones vont utiliser des récepteurs intracellulaires. En effet, les hormones liposolubles, telles que les hormones stéroïdes, mais aussi les hormones thyroïdiennes, vont traverser facilement la membrane plasmique des cellules et se fixer sur des récepteurs intracellulaires spécifiques. Le complexe hormone-récepteur va se fixer ensuite sur des séquences spécifiques d'ADN, ce qui permet à l'hormone de départ de contrôler la transcription de gènes cibles. Ce type de mode d'action va donc conduire à la régulation de la transcription de certains gènes. On a donc un effet qui est différé dans le temps, mais qui est durable. Les récepteurs de ces hormones sont des récepteurs qui possèdent dans leur séquence protéique deux structures originales qui sont les deux doigts à zinc présentés ici. Les structures en doigts à zinc sont des boucles en forme de doigt permettant aux récepteurs de se fixer sur des sites spécifiques d'ADN qu'on appelle des HRE, des éléments de réponse à l'hormone. Il existe deux doigts à zinc. Le premier doigt à zinc porte une boîte particulière qu'on appelle la P-box. La P-box est impliquée dans la reconnaissance de la séquence d'ADN. Et dans le deuxième doigt à zinc, vous avez une D-box qui est impliquée, elle, dans la dimérisation du récepteur. On
reviendra en effet sur cette notion de dimérisation. Les récepteurs à action nucléaire se fixent en effet sur l'ADN sous la forme de dimères. Ainsi, les récepteurs des hormones stéroïdes se fixent sous forme d'homodimères à des séquences spécifiques d'ADN, et je vous présenterai notamment dans le chapitre 4 le mode d'action du récepteur des androgènes. Mais la plupart des autres récepteurs à action nucléaire se fixent soit sous forme d'homodimère, soit aussi à l'état d'hétérodimère, avec RXR qui est le récepteur de l'acide rétinoïque. Ainsi, le récepteur de l'hormone thyroïdienne va former un partenariat avec le récepteur de l'acide rétinoïque. Alors je voulais prendre ici l'exemple du récepteur du cortisol pour vous montrer par quel mode d'action ces hormones stéroïdiennes agissent sur leurs cellules cibles, et on va partir d'un résultat expérimental obtenu sur des cellules cibles du cortisol. Les cellules cibles du cortisol, c'est-à-dire des cellules sensibles au cortisol, sont isolées et on les place dans un milieu dépourvu de cortisol. On soumet ensuite ces cellules à un fractionnement cellulaire par centrifugation à 100 000 G pendant 1 heure. Après cette centrifugation, le récepteur du cortisol se retrouve dans le surnageant, c'est-à-dire qu'il était au départ dans le cytosol des cellules cibles. Le récepteur, à localisation cytoplasmique, fait alors partie d'un complexe moléculaire qui a une constante de sédimentation de 8S, qui a une masse moléculaire de 300 kDa, et en effet, ce récepteur à localisation cytoplasmique est associé pour le moment à 3 protéines de choc thermique qu'on appelle des protéines HSP, un dimère de HSP90 et une protéine HSP56, ces protéines masquant le domaine de liaison du récepteur à l'ADN. On réalise maintenant dans la partie basse la même expérience avec toujours des cellules cibles du cortisol, mais cette fois qui sont soumises au préalable à l'action du cortisol. Après une centrifugation à 1000 G pendant 10 minutes, le récepteur va se retrouver dans le culot, c'est-à-dire dans la fraction nucléaire. Il possède un coefficient de sédimentation plus faible, 4S, et ce récepteur possède aussi une masse moléculaire, ici d'environ 75 kDa. En effet, en présence de cortisol, son récepteur a acquis une localisation nucléaire. En effet, sous l'influence du cortisol, le récepteur s'est dissocié, s'est libéré des HSP, il s'est libéré de ces chaperons moléculaires que sont les 3 HSP, et il peut alors passer dans le noyau, se dimériser et se lier à l'ADN. Les récepteurs du cortisol sont donc au départ présents dans le cytoplasme sous une forme inactive, mais ils doivent être activés par leur ligand pour pouvoir ensuite exercer leur effet transcriptionnel. Et en fait, quand le cortisol se fixe sur son récepteur, il va induire non seulement des changements de conformation de ce récepteur, mais aussi le départ de ces protéines HSP, et aussi il va déclencher un changement de phosphorylation dans ce récepteur, ce qui permettra à ce récepteur d'être actif pour la suite du processus qu'on va évoquer maintenant. Alors le cortisol, c'est donc une hormone stéroïde qui est capable d'entrer dans les cellules, qui est capable de se fixer sur un récepteur intracellulaire. Le récepteur du cortisol est présenté ici dans sa structure primaire, et comme l'ensemble des récepteurs de cette famille de récepteurs nucléaires, vous avez des régions qui sont des régions communes, des régions qu'on retrouve dans ces récepteurs. La région AB est notamment impliquée dans la transactivation, donc l'activation transcriptionnelle. La région C est la région de liaison à l'ADN, c'est elle qui contient les 2 doigts ASIN dont nous avons parlé tout à l'heure, avec le premier doigt ASIN et sa P-box qui interviennent dans la reconnaissance d'une séquence d'ADN, et son deuxième doigt ASIN avec sa D-box qui intervient dans la dimérisation du récepteur. La région D est une région charnière, et la région E est notamment la région de liaison
à l'hormone. C'est aussi une région sur laquelle vont pouvoir se fixer les corépresseurs dont je vais vous parler dans un instant. Vous avez ici dans la partie basse un détail de l'interaction entre la région C, c'est-à-dire la région contenant les deux doigts à zinc, et la structure d'ADN reconnue par ces deux doigts à zinc. Alors pour les deux doigts à zinc du récepteur du cortisol, la séquence qui est reconnue est une séquence qu'on appelle la séquence GRE, qui signifie élément de réponse au glucocorticoïde, et qui est une séquence qui est présente dans certains gènes cibles. Alors ici, on a indiqué le domaine de dimérisation en blanc et le domaine de liaison à l'ADN en grisé. Et vous voyez une interaction qui se fait entre cette partie de la protéine et la double hélice d'ADN. La séquence ici qui est mentionnée sur l'ADN et la séquence spécifique qui est reconnue par ces doigts à zinc. Et on peut noter qu'il existe en fait deux séquences reconnues, chacune constituée par 6 paires de bases et qui sont en fait inversées l'une par rapport à l'autre. On a des séquences qu'on appelle des palindromes. Et en effet, il est indispensable pour que le récepteur puisse se fixer sur ces séquences, que le récepteur se fixe sous forme d'un dimère. Et dans le cas du récepteur du cortisol, c'est un homodimère qui va venir se fixer sur l'ADN. Alors nous allons voir maintenant un modèle d'activation transcriptionnelle mettant en jeu le cortisol. Donc, première étape ici dans ce schéma, eh bien, on présente un gène cible de l'action des glucocorticoïdes. Et en effet, on va repérer que sur ce gène, vous avez donc ici la zone promotrice qui va pouvoir fixer les facteurs généraux de transcription. Et puis dans les régions en amont du promoteur, vous avez des séquences régulatrices, notamment les séquences GRE, qui sont capables de fixer les homodimères de récepteurs du cortisol. Et puis notons que pour beaucoup de gènes sensibles au cortisol, la réponse au cortisol ne dépend pas uniquement de la liaison du récepteur dimérisé à des éléments GRE, mais elle va dépendre aussi de la liaison d'autres facteurs de transcription sur d'autres sites régulateurs présents en amont du gène. Ainsi, par exemple, la séquence CRE est une séquence qui va fixer le facteur de transcription CRE-BP. Et puis la séquence CCAAT est une séquence qui va lier un autre facteur de transcription qui est le facteur CEBP. Ces éléments de réponse, spatialement et fonctionnellement associés, forment ce que l'on appelle les GRU, les unités de réponse aux glucocorticoïdes. Et notons que ces unités de régulation sont souvent éloignées du point de départ du promoteur minimal, qui est le point de départ de la transcription. Dans ce modèle, la courbure de l'ADN va être favorisée grâce à des éléments de pontage entre les différents facteurs protéiques qui se fixent à l'ADN. Dans cet exemple, les récepteurs aux glucocorticoïdes, donc GR ici, vont recruter un coactivateur, ici dans l'étape 2, et la liaison des coactivateurs va conduire à un remaniement de la structure de l'ADN, permettant un rapprochement entre le complexe protéique lié au GRU et le complexe d'initiation de la transcription. Ce rapprochement par courbure de l'ADN mettant en jeu ces éléments de pontage est nécessaire à la transactivation. Ainsi, le complexe protéique, qui finalement au départ semblerait éloigné du site d'initiation de la transcription, est donc maintenant, dans l'étape 3, localisé près du promoteur du gène, ce qui permet d'activer le processus de transcription. Notons que notamment un des coactivateurs est l'HAT, l'histone acétylase, et le recrutement de cette enzyme va permettre en fait une décondensation de la chromatine et donc une meilleure accessibilité de l'appareil protéique de transcription au promoteur du gène. Parmi les gènes dont les glucocorticoïdes activent la transcription, on peut citer
l'enzyme carbamylphosphate synthase, qui est une enzyme hépatique du cycle de l'urée. Et on peut citer également comme gène cible des glucocorticoïdes la phosphoénol pyruvate carboxykinase, la PEPCK, qui est une enzyme hépatique impliquée dans la néoglucogénèse et qui permet donc au cortisol de stimuler ce processus de néoglucogénèse qui permet à partir de substrats non glucidiques de produire du glucose. C'est un effet important du cortisol, notamment lors d'un jeûne à long terme, pour permettre d'obtenir du sucre quand l'organisme en manque. En conclusion, les hormones et les neurotransmetteurs agissent en se fixant sur des récepteurs spécifiques. Le processus de transduction qui conduit ensuite à la réponse de la cellule cible peut être comparable dans les deux grands systèmes de communication que sont le système nerveux et le système endocrinien. Ainsi, les récepteurs métabotropes des neurotransmetteurs, comme le récepteur bêta-adrénergique, les récepteurs métabotropes également de certaines hormones, comme nous l'avons vu, le récepteur de l'ACTH, mettent en jeu des protéines G de couplage et des seconds messagers tels que l'AMP cyclique. Les neurotransmetteurs et les hormones peuvent aussi utiliser des mécanismes spécifiques. Ainsi, les neurotransmetteurs peuvent mettre en œuvre des récepteurs ionotropes, qui sont des récepteurs canaux, comme le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Et certaines hormones mettent en jeu des récepteurs membranaires à activité enzymatique, tels que le récepteur de l'insuline à activité tyrosine kinase. D'autres hormones utilisent aussi des récepteurs intracellulaires à action transcriptionnelle, tels que, nous l'avons vu, le cortisol et les autres hormones stéroïdes. Après avoir décrit la réception des messagers chimiques dans le système nerveux et dans le système endocrinien, nous traiterons dans la prochaine vidéo des mécanismes qui permettent de réguler l'activité des neurones et qui permettent de réguler l'activité des cellules endocrines. Je vous montrerai par exemple que l'activité des cellules de Purkinje, qui sont des macroneurones présents dans le cortex du cervelet, sont des cellules qui ont une activité modulable par d'autres neurones du cervelet, notamment par les cellules granulaires dont on parlera. Je vous présenterai aussi des systèmes de rétrocontrôle dans le système endocrinien, en prenant notamment l'exemple du testicule, dont vous avez ici une observation en microscopie électronique à balayage avec fausse couleur. Je vous remercie de votre attention et vous retrouve très bientôt pour poursuivre avec vous cette étude comparative des deux grands systèmes de communication dans l'organisme que sont le système nerveux et le système endocrinien.